Nous sommes le lundi 13 octobre 2025 et aujourd'hui c'est une journée historique dans le conflit israélo-palestinien puisque un accord de paix a été trouvé et les otages ont été libérés. Salut les infocrates, aujourd'hui on va donc parler de la libération des otages du 7 octobre 2023. Il y a une libération qui s'est effectuée aujourd'hui grâce au travail diplomatique notamment du président américain Donald Trump. Grâce à ces négociations, c'est lui qui a même forcé, on peut le dire, le premier ministre israélien à venir sur la table de négociation pour forcer l'accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Cet accord de paix que Trump a réussi à arracher au forceps comprenait notamment la libération des otages, mais aussi le désarmement du Hamas, dans cette organisation terroriste qui fait des actes terroristes contre Israël. Là, le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza aussi. Et c'est un accord dont on pensait que Netanyahou, le premier ministre israélien, n'accepterait pas. Finalement, Donald Trump a réussi le tour de force de faire accepter ce deal, cet accord à monsieur Netanyahou, le premier ministre israélien, et donc cet accord a bien été validé par le premier ministre israélien. Les otages du 7 octobre 2023 ont été libérés aujourd'hui, on en est certain, ils sont arrivés en Israël. Donc tout ça a permis quand même cette journée historique avec ces images absolument belles des otages qui retrouvent leur famille en Israël, etc., etc. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est vraiment une avancée vers la vraie paix au Moyen-Orient. Mais il faut quand même réussir à donner le contexte de cet accord de paix. Cette réussite, c'est une victoire, mais il faut redonner le contexte historique. Il faut savoir que Israël colonise la Palestine depuis 1948. Israël colonise la Palestine de manière illégale. Ici, les victimes, ce sont les Palestiniens. Et les responsables, ce sont les Israéliens. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ça, le départ du conflit au Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien. Donc, même si cette journée est une belle journée et qu'on ne peut que se féliciter qu'une avancée vers la paix ait eu lieu, il ne faut pas oublier que toutes ces morts et toute cette guerre qui a eu lieu entre les Palestiniens et les Israéliens sont les Israéliens les responsables. Et donc se pose toujours la question de la solution à deux États, c'est-à-dire un État palestinien et un État israélien. Se pose la question en fait de l'État israélien et de l'existence de l'État israélien ou de l'existence de l'État palestinien. Et donc, quand on voit tout ce malheur qui a été provoqué par Israël et sa colonisation illégale, on se demande si c'est encore légitime que les Israéliens possèdent un État, puisque la solution à deux États a été une solution viable à un moment donné, quand il n'y avait pas eu toute cette souffrance. Mais, en fait, on peut quand même se demander pourquoi les Israéliens posséderaient-ils cette terre, en fait, puisque les Palestiniens étaient là avant, c'était chez eux. Donc, en fait, on peut aussi se demander pourquoi les Palestiniens ne posséderaient pas cette terre en totalité, en fait, puisque c'était chez eux au départ. Et même s'il y a eu des tractations, des traités de paix, que les Palestiniens ont refusé, que il y a eu tout ce qu'il y a eu, en fait, Israël n'avait rien à faire là, et elle n'avait pas à jouer sur la culpabilité des Européens après la guerre en 1945 pour obtenir une terre qui n'était en fait pas à eux. Il n'y a aucune justification juridique à la présence des Israéliens en Palestine occupée, en fait, dès le départ et jusqu'à maintenant, en réalité. Donc en fait, il faut quand même se souvenir que une fois qu'on a réussi à libérer les otages israéliens qui étaient vraiment des prisonniers, des otages, une fois qu'on a dit que le Hamas est une organisation terroriste et il n'y a aucun problème à le dire et à l'affirmer, après il faut qu'on s'asseye, une fois qu'on en est à faire l'appel là, après il faut qu'on s'asseye pour négocier sur l'existence des deux États.
Et si Trump peut faire le tour de force de faire venir Netanyahou et de le forcer à accepter un accord de paix qui n'était pas joué depuis le début, parce qu'en fait, Benjamin Netanyahou ne veut pas la paix, ça c'est clair, Donald Trump a-t-il ensuite le pouvoir de demander aux Israéliens de se calmer et de partir de la terre de Palestine? Parce que, rappelons-nous que Donald Trump vit dans un pays qui est soumis au lobby israélien, notamment qui prend la forme de l'association AIPAC, qui est l'association sioniste et juive la plus importante des États-Unis et la plus riche. Cette association finance les campagnes électorales dans le Congrès depuis au moins 20 ans, voire plus. Donc, Donald Trump est parfaitement au courant que son pays vit sous l'influence de cette association qui est la plus riche des États-Unis et qui est la plus influente. Que peut-être cette association possède des compromis sur un certain nombre de gens qui sont aux États-Unis, des politiciens, peut-être même des proches de Donald Trump lui-même. Donc Donald Trump sait qu'il ne peut pas non plus forcer Israël à faire tout et n'importe quoi parce que Israël est en mesure de provoquer des problèmes de politique interne aux États-Unis. D'un autre côté, les États-Unis sont ceux qui financent intégralement l'État israélien. Les États-Unis sont ceux qui financent intégralement la guerre israélienne contre les Palestiniens. Les États-Unis sont ceux qui fournissent quasiment intégralement les armes qui servent aux Israéliens à taper sur des Palestiniens. Et en fait, comme l'État israélien ne vit que des injections d'argent américains et européens, si les Américains et les Européens arrêtent de financer et d'envoyer des armes, l'État israélien s'écroule. D'autant plus que l'économie israélienne est une économie du tertiaire. Les habitants israéliens ne sont pas des ouvriers ou des agriculteurs. Ce ne sont que des travailleurs du tertiaire. Ça veut dire que si on n'a plus l'argent des États-Unis, comme Israël ne fabrique pas ses matières premières et n'exploite pas ses matières premières particulièrement tout seul, sans l'argent des Américains et des Européens, l'économie israélienne s'effondre. Bon. En fait, il s'agit de savoir est-ce que Trump, maintenant, en prenant en compte tout ça, a le pouvoir de dire aux Israéliens d'arrêter en fait leur processus de conquête territoriale et de colonisation totalement. En fait. C'est ça la question principale. C'est même si on est tous heureux de voir les otages rentrer et retrouver leur famille, maintenant, politiquement parlant, il s'agit de savoir jusqu'à où Trump peut aller. D'autant plus que là, Trump, il a commencé son mandat il y a 8 mois, ça va faire 8 mois, 8 ou 9 mois. Il lui reste 1 an peut-être avant les prochaines élections de mi-mandat, c'est-à-dire des élections notamment au Congrès et des élections des gouverneurs des États. Donc, il s'agit de demander du coup qu'est-ce que peut faire Donald Trump dans la prochaine année, avant les élections. Et une fois que les élections auront eu lieu et qu'il sera toujours président et qu'il aura peut-être une nouvelle donne après ces élections, même s'il est encore président, il s'agit de savoir qu'est-ce que pourra faire Donald Trump après ces élections et jusqu'à la fin de son mandat dans 4 ans. Dans même 3 ans et demi maintenant. Donc, on va voir sur la totalité du mandat de Donald Trump qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire, qu'est-ce qu'il aura le pouvoir de faire pour finalement avoir la paix durable au Moyen-Orient. D'autant plus que même si l'État américain est intégralement financé par les sionistes, moi, personnellement, je ne suis absolument pas sûr du tout que Trump lui-même soit convaincu par l'idéologie sioniste.
il prend en compte que le sionisme a du pouvoir dans son pays, notamment financier, mais il n'est peut-être pas lui-même convaincu par les gens qui payent ce qui se passe dans son pays. Donc, et d'autant plus que lui, il a été élu sur je vais me débarrasser de l'État profond, je vais me débarrasser du lobby israélien, je vais me débarrasser des néoconservateurs, je vais me débarrasser des wokistes et des amis de Joe Biden. Il a été élu sur ça, sur le fait de se débarrasser de tout ça. Donc, il y a une étape de sa part qui a été bien faite. On va voir quelle sera la suite pour les 3 prochaines années. Si on continue un petit peu en parlant d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, dans cette phase historique, il a une petite participation aussi, même si elle est moindre que celle de Donald Trump. La participation d'Emmanuel Macron, elle est d'avoir reconnu l'État de Palestine devant l'Assemblée générale de l'ONU. Bon, c'est aussi une décision qui a été majeure parce que la France, en faisant ça, a emporté plusieurs pays derrière elle qui ont aussi reconnu la Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, juste avec la France, en même temps que la France. Donc, ça aussi, c'était un pas vers la paix, mais pas seulement vers la paix, c'était aussi un pas vers le fait de demander à Israël de se retirer. C'était un pas vers le fait de prendre des décisions qui ne sont pas forcément dans l'intérêt d'Israël. C'était un pas vers arrêter de considérer qu'il faut prendre des décisions dans les intérêts sionistes et israéliens. Et il faut quand même comprendre que Emmanuel Macron a été mis là au pouvoir en France par les intérêts sionistes. On cite souvent 2 personnes qui sont des faiseurs de rois en France et qui ont fait Emmanuel Macron. Ce sont Jacques Attali et Alain Minc. On dit souvent que ce sont eux qui ont fabriqué Emmanuel Macron et qui l'ont mis au pouvoir. Eh bien, ce sont tous les 2 des juifs sionistes, dont l'un est de gauche et l'autre est de droite. Jacques Attali est l'ancien conseiller de François Mitterrand, donc premier président socialiste de gauche de la Ve République, et Alain Minc, c'est le banquier qui a mis Emmanuel Macron dans les réseaux de la banque, etc., etc. Et donc, ce sont 2 juifs sionistes, tous les 2, sauf que l'un est de droite et que l'autre est de gauche, mais ils ont tous les 2 un profil en fait similaire. Et ce sont eux qui ont mis Emmanuel Macron au pouvoir. Donc, la décision d'Emmanuel Macron d'aller à l'encontre des intérêts d'Israël est une décision qui, pour lui, est majeure. Ça montre une rupture. D'ailleurs, une fois qu'Emmanuel Macron a pris cette décision, Alain Minc, dans la foulée, a dit « Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République ». Donc, Alain Minc a lâché Emmanuel Macron. Et ce n'est pas anodin, hein. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est dans une situation politique qui est catastrophique en France, ça c'est clair et c'est bien vrai. Il a mis la France dans un état pas possible, notamment sur le plan économique, il a endetté la France, et il cherche à faire passer des budgets d'austérité qui vont encore réduire les services publics, qui vont encore réduire notamment la santé et l'éducation, ce budget va contre les intérêts des Français très clairement. Donc Emmanuel Macron travaille contre les intérêts des Français et les Français qui l'ont compris commencent à le détester et la situation où on voit bien commence à être instable et catastrophique. On change de Premier ministre toutes les 5 minutes parce que le budget ne passe jamais, il y a des oppositions à l'Assemblée, etc. Bon, on sent que la situation politique est compliquée pour Emmanuel Macron. Mais malgré cette situation politique, Alain Minc aurait pu continuer de soutenir Emmanuel Macron et dire, bon, là, c'est un mauvais moment à passer. Peut-être que ça ira mieux à un autre moment. On va trouver des solutions. Peut-être Alain Minc aurait-il pu aller dans le sens de peut-être une représentation d'Emmanuel Macron en 2020, en 2032.
Vous voyez, il y a des questions qui se posent comme ça. Est-ce que Emmanuel Macron, une fois qu'il sortira en 2027, pourra se faire réélire en 2032 président pour continuer de travailler, etc., etc. Alain aurait très bien pu continuer à dire, ou alors être le partisan d'une réforme constitutionnelle qui aurait pu permettre à Emmanuel Macron de rester. Enfin, vraiment, Alain, malgré les catastrophes, aurait très bien pu continuer à se tenir aux côtés d'Emmanuel Macron. Il n'y avait aucun problème à cela. Et Alain ne l'a pas fait. Parce que Emmanuel Macron a fait cette rupture pour reconnaître la Palestine à l'ONU et qu'il a maintenu son positionnement. Alors que Macron, jusqu'à il y a 3 mois, il ne prenait que des décisions en faveur d'Israël. Emmanuel Macron, jusqu'à il y a 3 mois, il ouvrait son espace aérien aux avions israéliens, notamment celui de Netanyahou, le Premier ministre israélien, alors que le Premier ministre israélien est sous mandat de la CPI, la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, à cause de ce qu'il fait en Palestine. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs des risques de procès en interne à Israël pour les faits du 7 octobre. Parce qu'on l'accuse d'avoir laissé faire. Y compris à l'intérieur pour les tribunaux nationaux israéliens. Donc, jusqu'à il y a 3 mois, Emmanuel Macron ne prenait que des décisions qui allaient dans le sens de Benjamin Netanyahou. Depuis 3 mois, il parle de reconnaissance de la Palestine. Il a reconnu la Palestine à l'ONU. Et depuis, il s'est fait lâcher par les réseaux sionistes qu'il avait mis au pouvoir. Donc ça veut dire que, à mon sens, on est sur un changement de sens de l'histoire, puisque Donald Trump, il a obtenu cette paix en ayant un rapport de force avec Netanyahou, en le forçant à accepter la paix, une paix que Netanyahou ne voulait pas, je vous rappelle que Netanyahou a quand même attaqué il y a 4 mois, 5 mois, il a attaqué l'Iran. Donc Netanyahou n'était pas dans une volonté de paix. Il l'a clairement manifesté, et c'est Donald Trump qui a réussi à régler ce conflit des 12 jours en Iran. C'est-à-dire qu'il a forcé Netanyahou à arrêter de frapper. Il a fait semblant de frapper en Iran. Finalement, il avait appelé les Iraniens et les Iraniens avaient évacué tous les sites où les Américains ont frappé. Et finalement, Donald Trump a limité les dégâts. Mais on voit bien que la guerre en Iran, Donald Trump a fait en sorte que ça fasse le moins de dégâts possible parce que il a réussi à avoir un rapport de force vers la paix contre Netanyahou qui ne voulait pas la paix et qui voulait la guerre. Et c'est Donald Trump qui a proposé cet accord de paix avec les différents points, notamment la libération des otages et la démilitarisation du Hamas et le retrait des troupes israéliennes. Et il a forcé Netanyahou à accepter ce plan. Et si on en est là, c'est pas uniquement parce que Trump a forcé Netanyahou à accepter ce plan de paix et que tout le monde va aller signer en Égypte aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui a été aussi invité à signer ce plan de paix. Et c'est une victoire américaine en premier plan. Il ne faut pas se tromper, c'est un rapport de force américain qui s'est bien implanté et qui a forcé M. Netanyahou à donner du lest. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, il est là, il est un des pires dans son pays, et en fait, il est même contesté politiquement dans son propre pays, parce que c'est un des plus durs. Et il y a des gens qui sont de gauche en Israël, et qui sont pas d'accord avec le plan de violence que Netanyahou fait. Et vous avez des manifestations partout dans Tel Aviv, tout le temps pour dire que Netanyahou est de droite, d'extrême droite, que ce qu'il fait c'est trop, et que il a donné une trop mauvaise image d'Israël au vu des images actuelles que tout le monde a vues, horribles, des Palestiniens qui meurent tous les jours. Donc là, je pense qu'on est arrivé à un point de bascule et on va voir si dans le temps long, Israël va respecter cet accord de paix. On a déjà obtenu la libération des otages, ce qui est une preuve de bonne foi de la part des Palestiniens. On a obtenu une paix et un retrait des troupes israéliennes et il s'agit de voir maintenant si on va avoir dans le temps long une paix
notamment de la part d'Israël. On va voir qui des deux, qui des Palestiniens ou qui des Israéliens va rompre les accords de paix. Et si ce sont les Israéliens qui rompent les accords de paix en envahissant encore Gaza ou la Cisjordanie, ce sera la preuve que c'est bien Israël le problème, en fait. Et les Israéliens vont tomber, encore une fois, dans le piège et montrer au monde entier que finalement, ce sont eux qui sont violents et qui sont les colons dans l'histoire. Et de toute façon, les preuves sont partout, les vidéos sont partout, tout le monde les a vues. Toutes les opinions mondiales sont contre Netanyahou, sont dans la rue pour manifester avec des drapeaux palestiniens. Donc l'opinion mondiale n'est plus du côté d'Israël aujourd'hui. La politique mondiale, les hommes politiques mondiaux, les dirigeants ne sont plus du côté d'Israël maintenant. Et on va voir si Israël va continuer à s'entêter, à s'enfoncer comme ça dans la guerre, ou si y a un rapport de force établi qui fait que Israël va être obligé de respecter une forme de paix s'il veut se maintenir quelque part. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de vous informer et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!